Donc ce graphique, il illustre l'évolution des importations de soja dans le périmètre de l'Union européenne, de l'actuelle Union européenne, depuis 1961. Et donc, on observe cette explosion des importations de soja, avec toutefois, on note sur les 10 dernières années, d'abord au cours des années 2000, plutôt un ralentissement de la progression, et puis ensuite un léger fléchissement des importations qui sont notamment, alors qui sont liées à plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est un moindre accroissement de la production d'élevage dans l'Union européenne, et le deuxième facteur est le fait qu'un certain nombre une certaine quantité de tourteaux de soja a eu tendance à être remplacée de tourteaux de soja importés a eu tendance à être remplacé soit par du tourteau de colza, soit par, dans une moindre mesure, par du tourteau de soja, mais d'origine européenne. Bien. Si on regarde maintenant au niveau... Donc ce soja sert fondamentalement, comme ça a été dit, à l'alimentation animale. Si on regarde au niveau mondial, donc cette courbe part débute en 1993 jusqu'à aujourd'hui, des principaux exportateurs de soja, on voit très clairement que les principaux pays exportateurs sont l'Argentine, d'abord le Brésil, les États-Unis et l'Argentine. Le Paraguay venant après avec des montants plus faibles. En ce qui concerne les principaux pays importateurs ou ensemble régions importatrices, ce graphique où la courbe orange montre les importations totales et la verte des importations de la Chine et en bleu celle de l'Union européenne, on montre très clairement. Alors, le graphique débute en 1993, ce qui explique que par rapport au premier graphique que j'ai montré, on ne voit pas toute la progression depuis les années 60. En tout cas, pour l'Union européenne, on observe le même phénomène, c'est-à-dire une légère régression à partir du début des années 2010. Et aujourd'hui, on voit que le principal moteur de l'accroissement du commerce mondial de soja, c'est la Chine et également d'autres pays émergents qui n'apparaissent pas sur ce graphique. Ceci étant dit, c'est important d'avoir en tête par rapport, si je reviens au graphique précédent sur les principaux exportateurs, si on parle de l'Union européenne proprement dit, la hiérarchie de l'origine des produits est distincte, puisque aujourd'hui, l'essentiel du soja importé par l'Union européenne provient des pays d'Amérique du Sud, avec 38% qui provient du Brésil, 32% qui provient de l'Argentine et 8% qui proviennent du Paraguay. Le poids des États-Unis est relativement faible, puisqu'il est seulement de 8%. Alors, si, en ce qui concerne les impacts de l'expansion du modèle soja en Amérique du Sud, je ne vais pas aborder cette question, puisque nous allons profiter de la présence de Marielle pour l'écouter, et elle a notamment étudié ça au Paraguay, et donc je serai extrêmement rapide, et je vais juste me limiter en fait à montrer cette courbe qui illustre l'évolution des surfaces en soja en Amérique du Sud, que ce soit en Brésil, en Argentine, au Paraguay ou en Uruguay, où le phénomène est beaucoup plus récent, mais commence à exister. Et j'ajouterai aussi que aujourd'hui, on peut estimer, enfin, si on compare en fait l'accroissement de la surface en soja par rapport à la déforestation, on voit qu'au Brésil ou au Paraguay, la moitié de la déforestation est expliquée par la croissance de la production, enfin de l'expansion des surfaces en soja. Alors donc, je vais plutôt me concentrer sur
les responsabilités de l'Union européenne et notamment de la politique agricole commune dans cette situation. Finalement, la question qu'on peut se poser, c'est comment se fait-il aujourd'hui que l'Union européenne importe autant de soja et en quoi les politiques influent-elles sur cette question? D'abord, je voudrais dire que la stagnation, voire le léger fléchissement des importations de soja de l'Union européenne au cours des 10 dernières années ne doit pas exonérer l'Union européenne de sa responsabilité du fait de la place qu'elle a acquise dans la consommation de soja au niveau mondial. Et si on pose cette question, on voit que finalement, cette place du soja dans l'agriculture et dans l'alimentation animale européenne, elle s'explique par la combinaison, je dirais, de 4 facteurs. Premièrement, je l'ai mentionné tout à l'heure, le fait que nous avons un marché ouvert, totalement ouvert aux importations de soja. Ceci résulte d'un accord avec les États-Unis dans les années 60 et compte tenu des conditions de productivité du soja en Amérique du Sud, eh bien, ceci fait en sorte que la protéine animale la moins chère qui est disponible sur le marché européen, et en plus sous une forme extrêmement concentrée, eh bien, c'est celle du tourteau de soja. Le deuxième facteur, c'est que nous avons une politique agricole commune dont l'essentiel des subventions est constitué alors je ne rentre pas sur tout le détail des mécanismes de la PAC, mais il faut avoir en tête que l'essentiel des subventions européennes, ou la majorité, la très grande majorité, 70%, ce sont des aides à l'hectare, qu'on appelle des aides découplées, c'est-à-dire indépendamment de ce que fait l'agriculteur ou des rendements qu'il y obtient. C'est-à-dire des aides qui ne sont absolument pas ciblées en fonction d'objectifs, soit d'objectifs de production, soit d'objectifs de modèle de production. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, l'Union européenne n'utilise absolument pas cet outil de l'appui à la production agricole pour orienter le choix des agriculteurs. Troisième facteur, à la limite, ces aides pourraient être au moins soumises à des conditionnalités environnementales qui fassent que le choix des agriculteurs ou des éleveurs soit orienté. Alors, certes, il y a aujourd'hui des conditionnalités environnementales, mais avec notamment la dernière PAC, mais on voit que finalement, le niveau d'exigence de ces conditionnalités est tellement faible que pratiquement, pour ce qui est de la France, elles n'ont eu aucun impact en termes d'évolution structurelle des systèmes de production. Quatrième facteur de la PAC, donc qui est lié à la PAC, il existe certes, dans les aides qui ne sont pas de ces aides découplées, il existe certaines aides qui vont à la production de légumineuses, hein, c'est-à-dire de plantes qui fabriquent de l'azote et donc qui pourraient potentiellement se substituer au soja, mais ces aides sont soit inexistantes pour tout un certain nombre de légumineuses, soit tout à fait insuffisantes dans le cas des productions protéagineuses, hein, ce qu'on appelle les protéagineux, le pois ou la févrole. Elles sont tout à fait insuffisantes pour que finalement les choses évoluent significativement en termes d'alimentation animale. Et finalement, la combinaison de ces 4 facteurs fait que le modèle qui s'est développé et qui s'est imposé, c'est un modèle d'élevage intensif avec des vaches à très haut potentiel laitier, notamment de races Holstein, mais qui ont besoin de beaucoup de protéines et dont l'alimentation est constituée de la combinaison du maïs en silage, qui fournit l'énergie aux animaux et qui bénéficie des aides à l'hectare de la politique agricole commune, et à côté de ça, le tourteau de soja, qui est, comme je le disais, la protéine la meilleure marché et la plus concentrée. Voilà. Et si on parle des viandes de l'élevage de porcins ou de volailles, eh bien, la combinaison est plus des céréales,
souvent d'origine européenne, mais qui là aussi bénéficient des aides de la PAC. Il faudra notamment mentionner le maïs irrigué et d'autre part le soja qui apporte les protéines. Alors pour conclure, en termes de recommandations, qu'est-ce qu'on peut dire sur la PAC? On ne sortira pas de cette situation s'il n'y a pas une réorientation du budget public que constitue le budget de la PAC. Donc s'il n'y a pas une réorientation des aides de la PAC en fonction directement d'objectifs de transition écologique de l'agriculture. Alors ça passe premièrement par le soutien au système qui intègre des légumineuses dans les rotations agricoles. Deuxièmement, un soutien en fonction d'objectifs d'autonomie fourragère des exploitations. Troisièmement, un objectif plus spécifique en termes de renforcement des systèmes herbagers, donc qui utilisent des prairies pour l'alimentation des animaux. Deuxièmement, des réglementations environnementales qui soient plus strictes, puisqu'aujourd'hui, quand on voit les réglementations environnementales, elles n'empêchent pas la constitution d'élevages extrêmement intensifs avec des impacts environnementaux extrêmement forts. Troisièmement, même avec ces mesures, il est très difficile d'envisager une transition relativement rapide vers des systèmes qui soient autonomes en soja sans une protection du marché européen, c'est-à-dire sans l'instauration d'une taxation de droits de douane sur les importations de soja. Enfin, dernier élément qui peut être mis en débat, on pourrait aussi, pour faciliter cette transition, déclarer que les aliments qui contiennent des OGM pour les animaux ne sont pas admis sur le territoire européen. Je signale tout de même qu'il y a 2 régions en Europe qui ont une politique volontariste en ce sens-là. C'est la région italienne du Sud-Tyrol, depuis l'année 2005, et c'est la Bavière depuis quelques années. Aujourd'hui, en Bavière, 85% du lait est produit sans soja au titre de cette question de la substitution d'aliments OGM par des aliments non OGM. Donc c'est tout de même une piste également à examiner. Voilà, merci. Muchas gracias por la invitación y por permitir compartir con ustedes cuál es el impacto que está teniendo la soja en el Cono Sur, digamos. Haría referencia, dependiendo de la información disponible, a Argentina, Paraguay y Brasil fundamentalmente. Donc, bonjour et merci pour l'invitation et à partager avec vous les impacts du modèle de la culture de la production de soja dans le cône sud, c'est-à-dire l'Argentine, le Brésil et le Paraguay. Voy a tomar como punto de partida esta propaganda de Syngenta del año 2003 en que denominaba al Cono Sur de América Latina República Unida de la Soja. Alors, je vais prendre comme exemple cette publicité par l'entreprise Syngenta qui publicitait le cône sud comme République unie du soja. Y no se refería solamente a un avance territorial, sino que a un conjunto de medidas que incluían también modificaciones normativas. Et donc on ne parlait pas non plus, on ne parlait pas seulement de structuration territoriale, mais aussi de changement et de transformation dans les normes dans ces pays. Esa República Unida de la Soja incluía el norte uruguayo, el norte argentino, Paraguay entero, el sur de Brasil y Bolivia. Donc cette République unie du soja inclut donc le nord de l'Argentine, une partie de l'Uruguay, le Brésil, le Paraguay tout entier et le sud de la Bolivie. Si vemos el avance territorial en los últimos 15 años,
hay 24 millones de hectáreas más. Donc si on voit l'avancée sur le territoire, il y a on observe 24 000 hectares en plus. En el cuadro de abajo se puede observar cuál fue la variación en cada uno de los países. Fundamentalmente el más grande se dio en Brasil y en Paraguay y en Uruguay. Donc on peut voir sur le tableau les avancées par pays. Et on voit que les avancées les plus importantes sont au Brésil, au Paraguay et en Uruguay. En América, bueno, en el cono sur hay más de 170 transgénicos aprobados. La tabla muestra cuáles son los diferentes OGM que están aprobados por país. Y tenemos 39 semillas transgénicas de soja, la gran mayoría de ellas en Brasil y en Argentina. Donc dans le cône sud, il y a plus de 130 produits OGM autorisés, et donc on voit par pays la quantité qui est permise. La plupart d'entre eux, c'est en Argentine et au Brésil. Y las grandes corporaciones vinculadas tanto con semillas como con pesticidas, se puede ver en el cuadro. Bayer, Monsanto juegan un papel crucial, así como Syngenta, si pensamos en las dos corporaciones europeas con mayor influencia. Llevan más del 63% de todos los transgénicos en el cono sur. Donc on a parmi les entreprises qui sont le plus présentes et prépondérantes, on a donc Bayer, Monsanto et Syngenta qui accaparent en fait le marché donc, tant des pesticides que des produits OGM, et donc avec une incursion majeure des entreprises européennes. Y este cuadro, bueno, evidencia fundamentalmente una responsabilidad europea muy, digamos, de las corporaciones europeas muy grande de lo que está ocurriendo en el sur de América Latina. Et donc ça montre les responsabilités évidentes des entreprises européennes sur ce qui se passe en Amérique du Sud. Las corporaciones del agronegocio, que son parte del extractivismo, funcionan, actúan a nivel local con un impacto muy terrible, tienen planes regionales como ser República Unida de la Soja, pero responden fundamentalmente a una dinámica global. Donc cette incursion et ces pratiques en fait extractives des entreprises, de ces entreprises européennes se manifestent non seulement, enfin elles ont des effets terribles, non seulement en termes d'avancée territoriale, mais en fait elles sont liées aussi aux demandes du marché global. A diferencia de otros extractivismos, por ejemplo la minería, los agronegocios están mediados por productores locales, lo cual dificulta muchas veces identificar realmente el origen del problema. Et donc, à la différence d'autres industries extractives, l'avancée, enfin la culture du soja, elle passe par des producteurs locaux, ce qui rend beaucoup plus difficile de mesurer l'ampleur du problème. Uno tiene que las corporaciones están desde la creación de las semillas, la importación, la venta del paquete tecnológico, pero la producción queda en la producción local, que son los que asumen el riesgo productivo, y la comercialización de vueltas de grandes corporaciones. Et donc, évidemment, les entreprises, ça commence par la commercialisation des semences. Tout le processus est dans les mains des entreprises, mais après, sauf les cultures qui sont donc aux mains des producteurs locaux. Un elemento importante es que los cultivos son fundamentalmente transgénicos
y eso implica en el uso de potentes plaguicidas. Et donc, ce qu'il faut remarquer, c'est que la plupart des cultures sont des cultures transgéniques, ce qui demande aussi un usage important de pesticides. Fundamentalmente el glifosato, 2,4-D, dicamba y paraquat. Et donc, fondamentalement, on a donc le glyphosate, le 2,4-D, dicamba et paraquat. Y en el cuadro de abajo se puede ver la importación de estos agrotóxicos y el porcentaje per cápita por país. Et donc on peut voir sur le tableau le niveau d'importation et le niveau par habitant de l'utilisation de ces produits. Los principales importadores de la soja paraguaya, de la soja del cono sur, son varios. Me centro fundamentalmente en la importación en Europa. Donc les principaux importateurs de soja donc sont européens, et donc je vais me centrer surtout sur les importateurs européens. Paraguay importa fundamentalmente soja en grano y torta de soja Alemania, España, Italia, Portugal, Polonia y Reino Unido. Donc ce sont donc les pays, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Pologne et le Royaume-Uni sont les principaux pays où le Paraguay exporte du soja. Du tourteau de soja. Y Argentina, el 30% de la harina de la torta de soja es importada por la Unión Europea. Y un dato importante es que el 92% de agrocombustibles es importado también a Europa. Donc l'Argentine est le pays qui exporte 30% de la farine et des tourteaux de soja vers l'Union européenne, et 92% aussi est utilisé pour les agrocombustibles. Voy a referirme a las principales consecuencias sociales y ambientales del modelo sojero. Donc je vais parler maintenant des principaux impacts sociaux et environnementaux du soja, de la culture du soja. Lo primero es que la soja avanza sobre territorios campesinos e indígenas y en los últimos años sobre montes vírgenes. Donc la première chose, c'est que le soja, la culture de soja avance, empiète sur les territoires des paysans et des communautés indiennes. Eso implica un proceso muy fuerte de descampesinización. Voy a leer porque tienes el dato. Argentina se habla más de 200.000 campesinos desplazados, y en Paraguay la población rural pasó del 50% en el 92 a solo el 33% en el 2012. Donc aussi ça avance sur des territoires vierges, mais ça a aussi un impact donc sur les paysans qui cessent d'être des paysans. En Argentine, on estime à plus de 200 000 personnes les paysans qui ont été déplacés, expulsés de ce fait. Et au Paraguay, la population rurale est passée de 50% à 1992 à 33% en 2012. Por otro lado, esto implica una mayor concentración de la tierra. En Argentina el 50% de la producción está en manos del 3% de productores, creo, porque es lo mismo, ¿verdad? El 35% de la producción en Uruguay en manos del 1% de los productores, y en el caso paraguayo el 2% de los propietarios son dueños del 85% de la tierra. Et donc le second phénomène, c'est effectivement la concentration de terre. Donc en Argentine, 50% de la production de soja est aux mains de 3% de producteurs. En Uruguay, 35% de la production est aux mains de 1% de producteurs. Et au Paraguay, 2,5% des propriétaires détiennent 85% de la terre.
Esta situación de descampesinización y de concentración de la tierra conlleva un aumento de la pobreza y las desigualdades sociales. Et donc, d'une part, cette sortie de la condition de paysan et cette concentration de la terre renforce évidemment les inégalités sociales. Esta concentración de la tierra implica un proceso de mucha violencia, fundamentalmente de criminalización. Donc ce processus de concentration de la terre implique un phénomène de criminalisation et de grande violence. Llamamos criminalización a un proceso que incluye la estigmatización del sujeto campesino e indígena, las represiones, el encarcelamiento y en algunos casos asesinatos. Et donc par criminalisation, on entend d'une part la stigmatisation des populations paysannes et indigènes, la répression et puis aussi ça peut aller jusqu'à l'assassinat. Y las luchas campesinas que son criminalizadas se dan por dos motivos: por la lucha por la tierra para mantenerse en sus comunidades. Et donc principalement les luttes et la répression, elles tournent autour de la lutte pour la terre des paysans pour se maintenir sur leur terre. Y en otros casos para evitar el avance de los agronegocios, ya sean la cosecha o las fumigaciones, como la foto que se ve más arriba, se realizan con resguardo policial. Et donc le deuxième facteur, c'est les luttes pour empêcher l'avancée de l'agrobusiness et en particulier les fumigations qui se réalisent ou les récoltes qui se réalisent sous protection policière. La otra consecuencia e impacto directo está dado por la disminución de productos campesinos. Et donc on a aussi une diminution de la production des produits paysans, de l'agriculture paysanne. En el caso de Paraguay, el 95% de la tierra cultivable está destinada a los agronegocios. Donc 95% de la terre cultivable en Paraguay est destinée à l'agrobusiness. Y solo el 5% de la producción campesina. Et 5% seulement à la production paysanne. Esto lleva a que cada vez se dependa más de la comida superprocesada en los supermercados. Et donc cela a pour effet que de plus en plus les gens dépendent d'une nourriture très industrialisée qu'on trouve dans les supermarchés. Consideramos que el avance en los agronegocios, el despojo de la tierra, tiene como objetivo real el control global a nivel alimentario. Et donc nous considérons que cette situation et l'avancée de l'agrobusiness a pour objectif en fait le contrôle total et global de l'alimentation. Aunque realmente la red campesina alimenta el 70% de la población mundial con el 25% de los recursos. Alors que en fait le réseau de paysans alimente plus de 70% de la population mondiale avec 25% des ressources. Et son datos del grupo ETC que son reconocidos también por la FAO. Donc la source c'est le groupe ETC qui sont reconnus par la FAO. Por otro lado, esta situación implica directamente un daño tremendo a la salud, ya sea por la fumigación directa como por el consumo de productos fumigados. Donc il y a aussi des impacts certains sur la santé, d'une part à travers, principalement à cause des fumigations, de l'épandage de pesticides et aussi à cause de la consommation d'aliments qui sont contaminés. En esa foto se puede ver cómo los cultivos de soja llegan al límite de una casa campesina. Donc on peut voir sur la photo les cultures de soja qui sont juste au bord d'une maison, d'une ferme paysanne.
digamos, las fumigaciones que producen fundamentalmente problemas cutáneos, abortos espontáneos, malformaciones congénitas y cáncer. Donc les effets sur la santé principalement ce sont des effets dermatologiques, des maladies de peau, des avortements spontanés, des malformations congénitales et des cancers. Por dar algunos datos, el cáncer en Argentina, la tasa de cáncer en Argentina a nivel nacional es de 212 sobre 10.000. Sin embargo, en zonas de fumigación, es un trabajo del doctor Vladimir Mercegnasi, aumenta a 397. Donc on peut voir sur le tableau là en jaune qu'au niveau national en Argentine, les taux de personnes atteintes du cancer sont de 212 pour 10 000, mais par contre dans les endroits où on cultive, soumis aux pesticides, on observe que c'est 397,4 pour 10 000. En Paraguay uno puede ver cómo en los últimos 5 años aumentó 5 puntos la tasa de cáncer a nivel nacional. Et donc au Paraguay, on a vu que ça a augmenté de 5% le taux de cancer au niveau national. Y también la mortalidad por niños nacidos con malformaciones congénitas. Et la mortalité à cause des malformations congénitales à la naissance. En Brasil, en el periodo 2007-2014, se dieron casi 35.000 denuncias en notificaciones médicas por intoxicaciones con agrotóxicos. Donc au Brésil, entre 2007 et 2014, il y a eu à peu près 34 000, près de 35 000 dénonciations, signalements pour des intoxications à cause des produits toxiques des pesticides. El otro impacto directo es sobre el ambiente y fundamentalmente la deforestación. Las imágenes del costado son de la primera Argentina y la segunda de Paraguay. Donc il y a aussi un effet sur la déforestation, donc un effet sur l'environnement. Donc les photos sont d'une part en Argentine et la seconde au Paraguay. La propia FAO señala de que la principal causa de la deforestación es la agricultura comercial en el Cono Sur. Donc la FAO elle-même signale que la principale cause de déforestation est due à l'agrobusiness, donc dans le pôle sud. La pérdida de bosques entre los años 2000 y 2010 fue de 29 millones de hectáreas y el aumento de terrenos agrícolas de 32 millones de hectáreas. Donc dans les pays en Amérique latine de 2000 à 2010, on parle de l'Argentine, du Brésil, du Paraguay et du Pérou, la perte de forêt, la déforestation a été de presque 30 000 hectares, millions d'hectares, pardon, et l'augmentation des terres agricoles de 32 millions d'hectares. La diferencia entre los 29 y 32 millones son las tierras despojadas a comunidades campesinas indígenas. Et donc la différence entre les deux chiffres, c'est les terres qui ont été prises aux communautés paysannes et indigènes. Paraguay figura en el segundo país con mayor deforestación en los datos del año pasado, solamente gana Malasia. Donc le Paraguay figure en deuxième position parmi les pays qui souffrent le plus de la déforestation, juste au-dessous de la Malaisie qui arrive en premier. Esto lleva a hablar de un ecocidio en el Cono Sur, donde la deforestación acelerada es uno de los principales elementos. Donc on peut parler en fait d'écocide dans le cône sud, dont la principale cause est la déforestation accélérée. Eso lleva a una contaminación de los cursos de agua, por lo general no se respeta las barreras vivas que son obligatorias. Donc en fait ça conduit aussi à une contamination des cours d'eau et il y a aussi un non-respect des barrières, des barrières
Des barrières naturelles. ¿Se entiende barrera contagiada? Ah, c'est les franges au bord des rivières, des cours d'eau, sur lesquels il n'y a normalement pas d'agriculture. Que evitaría que se contaminen los cursos de agua. Les barrières naturelles qui empêchent cette contamination de l'eau. Por otro lado, hay una alta pérdida de semillas nativas y la imposición siempre de los cultivos, sean transgénicos o no, con las mismas variedades, pérdida de biodiversidad en general y cada vez más animales en peligro de extinción. Donc il y a aussi une perte des semences natives qui sont donc remplacées par les semences transgéniques, une perte de la biodiversité et évidemment des espèces animales en danger d'extinction. Hay una contaminación muy grande actualmente en el río Paraguay y Paraná, que nace en el sur de Brasil y termina en Buenos Aires. Donc il y a aussi un problème avec la contamination de la rivière Paraguay-Paraná qui donc prend sa source au Paraguay et au Brésil pardon, et qui se jette dans la mer à Buenos Aires. Este río atraviesa toda la República Unida, la llamada República Unida de la Soja. Donc cette rivière traverse la mal nommée République Unie du Soja. La Universidad de Mato Grosso Sur ya hizo un estudio científico donde comprobó que la naciente está contaminada. Et donc l'université du Mato Grosso a fait une étude qui a établi que la source est déjà contaminée. Y en Buenos Aires se realizó en la Universidad de La Plata un estudio similar que también demuestra que está contaminado, es decir, si está contaminado la naciente y la desembocadura, todo el río probablemente esté contaminado. Et donc dans cette mesure, l'université de Buenos Aires aussi a fait une étude qui montre que évidemment la rivière est contaminée de bout en bout. Y eso provoca una mortandad de peces cíclica. Et donc il y a un cycle de mortalité des poissons. Además de estos impactos generales, quería señalar que cada vez se utilizan más agrotóxicos y agrotóxicos que son más peligrosos. Donc il y a de plus en plus d'utilisation de pesticides, mais des pesticides qui sont de plus en plus dangereux aussi. Fue muy importante cuando la Organización Mundial de la Salud señaló que el glifosato es posiblemente cancerígeno. Donc un point important, c'est quand il a été signalé, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, pardon, l'OMS a signalé que le glyphosate est probablement une cause de cancer. Sin embargo, el 2,4-D paraquat, que son mucho más tóxicos, no tienen ningún tipo de restricción. Donc par contre, d'autres pesticides comme le 2,4-D et le paraquat n'ont fait l'objet d'aucun signalement, alors qu'ils sont plus dangereux. Y digamos, la soja europea es la que viene contaminada justamente con esos venenos. Et donc le soja européen est celui qui est contaminé avec ces poisons. Existen además varios estudios que indican que la soja convencional es mucho más productiva a la transgénica. Et donc il y a aussi des études qui montrent que le soja conventionnel est plus productif que le soja transgénique, OGM. Nunca fue demostrado la inocuidad del consumo de soja transgénica, inclusive aquí en Francia el doctor Seralini demostró que tiene terribles impactos para la salud. Il n'a jamais été démontré que le soja transgénique n'était pas dangereux pour la santé. Au contraire, les études du docteur Seralini ont montré justement le danger pour la santé. Hay una relación directa entre soja y ganadería. Como se señaló anteriormente, el consumo, la producción de soja aumenta porque la demanda de carne es mayor.
Donc il y a une relation entre l'élevage et le soja, dans la mesure où l'augmentation de la consommation de viande conduit aussi à l'augmentation de la production de soja. Tanto la soja como la ganadería tienen una incidencia muy grande en la generación de gases de efecto invernadero. Donc, de la même façon, l'élevage et la production de soja ont un grand impact sur la producción de gaz a efecto de serra. Creemos que hay desafíos importantes, probablemente si alguno pudiera incluirse en el plan sería fantástico, que tienen que ver con estas necesidades de cuidar el medio ambiente y cuidar la vida de las comunidades, lo cual implicaría fundamentalmente otra forma de consumir y producir. Donc il faudrait, il y a un certain nombre de défis qui sont importants et qu'il faudrait arriver à inclure dans les politiques de la PAC, et qui ont trait à d'abord penser un autre modèle de produire et de consommer. Creemos que la soberanía alimentaria impulsada por la vía campesina a nivel mundial es el camino al cual tenemos que avanzar. Donc la souveraineté alimentaire qui est un des grands thèmes de la Via Campesina, l'organisation Via Campesina, est un modèle vers lequel il faudrait tendre. Bueno, y finalmente avanzar, digamos, al respeto de los pueblos que tienen otras formas de vivir. Et donc il faudrait aussi penser aux peuples qui ont une autre façon de vivre. Que son descalificados permanentemente con el discurso del progreso que nos está llevando a agotar los recursos del planeta. Et donc qui sont sans arrêt en fait discrédités et disqualifiés au nom d'un modèle qui en réalité est en train de venir à bout des ressources de la planète. Et donc voilà la page, l'adresse où il est possible de trouver donc du matériel sur ce qu'elle vient d'exposer. AVSF. Donc en complément des impacts négatifs de la culture du soja, on pourrait aussi mesurer, et ça a déjà été fait, j'avais eu une présentation dans un des sommets climatiques qui avait été faite, c'est la quantité d'éléments fertilisants qui sont exportés tous les ans des sols d'Amérique du Sud et qui viennent pour l'essentiel en Europe. Donc tous ces éléments-là génèrent une extraction minière croissante pour continuer d'assurer la fertilité des sols. Donc ça, on est vraiment dans une économie minière au travers de ce développement de la culture du soja. Ça, c'est le premier point. Donc sur les impacts négatifs sur la pérennité de la fertilité des sols. Deuxième point, c'est que le développement des cultures de soja sont tirés par deux éléments majeurs. C'est l'intensification de l'élevage, et notamment de l'élevage des omnivores monogastriques, les poules et les cochons, pour lesquels le soja a des acides aminés avec des caractéristiques particulières qu'on a beaucoup de difficultés à retrouver dans d'autres compléments protéinés, donc qui sont très bien adaptés à l'agriculture industrielle mais pas à l'élevage paysan. Et le troisième élément, c'est le développement de l'incorporation de l'huile d'origine végétale dans le diester, notamment européen, puisque Jacques complétera si je me suis trompé de pourcentage, mais il me semble que c'est 7% d'huile d'origine végétale, d'ester d'origine végétale qui doit être incorporé dans le fameux diester, qui est obligatoire au niveau européen pour avoir l'agrémentation carburant routier. Donc là, il y a une supercherie qui est entretenue depuis 20 ans au moins, qui est le projet du lobby des marchands d'huile, toutes catégories confondues, pour que ce carburant soit considéré comme étant plus vert, entre guillemets, que le carburant d'origine fossile pétrolière exclusivement. Donc là, il y a quelque chose de très important, parce que c'est l'un des principaux moteurs de la transformation du soja, c'est que dans la mesure où il y a une garantie, puisque la consommation de carburant change très peu d'une année sur l'autre,
il y a une garantie de débouché par cette obligation d'incorporation dans le DSR, et du coup, on peut produire le tourteau de soja à un coût beaucoup plus abordable pour venir concurrencer, mais ça, Laurent l'a présenté, les graines ou les protéines que serait capable de produire à l'intérieur de l'Union européenne. Donc il y a bien ces trois éléments-là à compléter. Merci. On prend encore peut-être 2-3 questions. Oui, bonjour, Patricia Espadaro, agente de Coordinación Sud. Muchas gracias, Marielle, por la presentación. Al inicio habló de la voluntad de los grupos agroindustriales de tener una influencia en las normas. Quería saber un poco esa relación con los poderes públicos, la connivencia con los poderes públicos, y si hubo un cambio con el cambio de color político en Argentina, por ejemplo, o en Brasil respecto a esa relación de influencia. Muchas gracias. Est-ce que tu peux te traduire? Oui, bonjour. Alors, au début de la présentation, il y avait la mention de la volonté des groupes de l'agrobusiness d'avoir une influence sur les normes. Donc voilà, explorer un peu cette relation entre l'agrobusiness et les pouvoirs publics et voir s'il y a eu un changement, notamment en Argentine, au Brésil, depuis le changement de couleur politique. Bonjour, Françoise Vernet, Therlématique, c'est pas une question, je vous invite à aller voir Le Grain est livré, qui est un film argentin qui est sorti hier, fait par Fernando Solanas. Je pense que toutes ces questions-là, nous, on les connaît, mais le grand public ne les connaît pas. Donc Le Grain est livré, c'est un super film qui présente vraiment la même situation. Et le deuxième film, c'est Terra Libre, qui présente la même chose au Brésil, et là sur l'impact sur les communautés indigènes. Voilà. Los agrocombustibles efectivamente tienen un impacto muy fuerte, no solamente porque incentivan el cultivo de soja, sino que además también el de maíz y el de caña dulce. En el caso Donc les agrocarburants ont un impact important, d'une part parce qu'ils encouragent non seulement la culture du soja, mais aussi du maïs et de la canne à sucre. Eso implicaría de que se va a cultivar mucho más maíz transgénico del que ya está aprobado en el Cono Sur. Donc cela implique qu'on va cultiver de plus en plus de maïs OGM que ce qui est déjà approuvé, autorisé dans le Cono Sud. Y es reforzar la lógica de las corporaciones de usar la tierra para commodities. Et donc ça équivaut à renforcer l'usage que font les entreprises de la terre pour ce qu'on appelle les commodities. En lugar de que sea para la producción de alimentos. Et au détriment de la production d'aliments. Por otro lado, en relación a las políticas públicas en el Cono Sur, en ce qui concerne les politiques publiques dans le Cono Sud, durante los gobiernos llamados progresistas hubo un avance en general del extractivismo. Et donc à l'époque des gouvernements dits progressistes, il y a eu une avancée certaine de l'extractivisme, des pratiques extractivistes. Y este comercio de las commodities posibilitó el financiamiento de políticas sociales. Donc ce développement de la production de matières premières pour l'exportation a financé un certain nombre de programmes sociaux. Esta vuelta a la derecha que estamos viviendo en la mayoría de los países. Donc ce retour des gouvernements de droite qu'on vit dans la plupart des pays implica una profundización mucho mayor del modelo extractivista. Implique donc un approfondissement, une augmentation de ce modèle extractiviste. Lo que está pasando en el Amazonas con Bolsonaro es terrible, está privatizándolo prácticamente. Donc ce que fait Bolsonaro actuellement dans l'Amazonie est terrible. Así que probablemente tengamos muchos más problemas, es decir, toda la economía del Cono Sur volcada directamente a las necesidades, ya sean europeas o chinas fundamentalmente. Donc c'est absolument terrible, donc les effets de cette privatisation et cette avancée des cultures d'agroexportation
qui sont destinés principalement à la Chine et à l'Europe. On a du coup encore le temps pour quelques questions. Alors, vas-y, Laurent. Par rapport à ce lien entre l'agrobusiness en Amérique du Sud et le pouvoir politique, et ça a un lien avec l'Union européenne. Vous savez que l'Union européenne est en négociation pour un accord de libre-échange avec le Mercosur. Et quand on voit les forces sociales qui poussent pour la signature de cet accord de libre-échange, enfin, Marielle, tu confirmeras, mais bon, on était... bon, enfin bref, quand on voit les forces sociales qui poussent à la signature de cet accord de libre-échange, c'est fondamentalement l'agro-business de ces pays du Cône Sud. C'est fondamentalement eux qui, pour l'accès au marché européen, pour la viande, pour les agrocarburants, bon, le soja, c'est déjà l'entrée est déjà libre, mais disons que, et ça c'est tout de même extrêmement frappant, c'est-à-dire que l'Union européenne, en passant un accord de libre-échange de ce type-là, sert directement les intérêts économiques de ces forces sociales. Et quand on voit les quelques forces qui aujourd'hui contribuent à freiner la signature de ces accords en Amérique, dans le Cône Sud, ce sont plutôt les secteurs industriels, c'est-à-dire des secteurs d'entreprises qui cherchent à protéger les industries les industries ont également des services par rapport aux volontés de l'Union européenne de gagner des parts de marché. Donc ce que l'on voit, ce que l'on a pu voir au moment de l'OMC qui a été dénoncé, c'est que l'Union européenne marchande finalement l'accès à son marché agricole, mais finalement au bénéfice de ce modèle et avec tous les effets désastreux qu'on a vus, de façon à elle pouvoir gagner un accès au marché industriel et des services, eh bien on est en train de le revivre aujourd'hui avec cette négociation de l'accord avec le Mercosur. Au départ, il y avait une collusion entre les céréaliers et les fabricants d'aliments du bétail pour ce système-là. On a voulu protéger notre agriculture et d'abord nos céréaliers en leur permettant d'avoir des prix intérieurs en Europe, marché commun, PAC maintenant, plus élevés que le marché mondial. Mais en concession par rapport aux Américains, on a été obligé de céder sur certaines choses et on a cédé sur les protéines en particulier. Donc les protéines rentraient pas chères alors que nos céréales étaient plus chères. Donc le rapport de prix entre protéines et énergie, les céréales étant surtout l'énergie, le soja plutôt les protéines, eh bien, il était très différent chez nous en Europe qu'en Amérique. Ça poussait plutôt à l'intensification de l'élevage et même à un gaspillage des protéines. Le deuxième aspect, pourquoi ça s'est parti si vite en Amérique du Sud et en Amérique du Nord au Sud, puisque même le Canada, les États-Unis sont tous passés aux OGM. C'est qu'en fait, avec ce paquet technologique, c'est-à-dire les OGM, le glyphosate, la monoculture et les semi-directs, on avait quelque chose d'extrêmement simple au départ au moins. C'est-à-dire qu'avec un ou deux passages, on avait une culture qui était en place et qui suffisait après de récolter quelques mois après. Et ça a été tellement simple dans l'esprit des gens que, effectivement, tout le monde est parti là-dedans et tout le monde, en fait, surtout ceux qui avaient envie de gagner de l'argent, parce qu'en Argentine et au Brésil, au Paraguay, il y a quand même beaucoup de propriétaires terriens qui sont en ville, qui sous-louent leur terre et qui, quand ils voient un profit immédiat, ils passent contrat à des entrepreneurs qui sont des géants, qui font 100 000 hectares, il y en a un ou l'autre qui fait 1 million d'hectares à façon, avec des ouvriers qui font les traitements comme ils peuvent. Eux, ils sont un peu protégés dans leur cabine, mais pas les paysans. Donc on a eu effectivement le développement d'un système qui a séduit par sa simplicité et par le bénéfice immédiat, au détriment des gens, bien sûr, de l'environnement, parce qu'on pollue beaucoup et on met
beaucoup de pesticides, et on en met de plus en plus parce que, comme on peut faire de la monoculture, ben, au départ on disait on mettra le glyphosate comme il faut, quoi. Mais au bout de quelques années, il faut mettre plus de glyphosate, et puis après ça ne suffit plus parce qu'on a des plantes résistantes, et donc on met du paraquat, on met du 2,4-D, qui sont bien plus toxiques, et personne n'a jamais évalué l'effet de ce mélange. Je n'ai pas grand-chose à dire de complément. Je crois que les compléments de Pierre Maison et d'André Fimelin sont effectivement bien utiles et montrent que finalement ce dont il s'agit, c'est pas seulement remplacer le soja par autre chose, mais c'est une évolution en profondeur des systèmes d'élevage. Notamment, ça veut dire, donc c'est non seulement un bouleversement des systèmes d'affouragement, de la question de l'intégration entre agriculture et élevage, et de la question de la sélection animale et de l'orientation génétique aussi, puisque ce que disait Pierre est extrêmement important, c'est-à-dire c'est une remise en cause en fait de la spécialisation dans des élevages, dans des races laitières à très haut potentiel, qui ne peuvent fonctionner qu'avec du soja, parce qu'effectivement le soja est la seule source qui est aussi d'une telle intensité protéique et en certains acides aminés. Donc ça veut dire aussi aller vers des élevages, davantage des élevages mixtes, les viandes. Donc c'est une derrière, c'est-à-dire autant cette facilité d'accès du soja dont Pierre d'André que mentionnait, a orienté en fait un certain modèle de développement de l'élevage. C'est sûr que se passer de l'élevage, du soja, s'accompagnera forcément d'une nouvelle révolution agricole, c'est-à-dire vers un nouveau type de système d'élevage. Merci. Marielle. Muchas veces se plantea de que todo este sistema agroalimentario mundial está para eliminar el hambre del mundo. Donc, on a coutume de dire que tout ce modèle d'agriculture a pour objet de nourrir l'ensemble du monde, le monde entier. Sin embargo, el hambre sigue creciendo y el planeta se destruye cada vez más. Et pourtant, en fait, la faim continue d'augmenter et la planète à se détériorer. La pregunta es, ¿a quién le beneficia este modelo? Cuando escuchábamos lo de la leche antes, realmente es todo un gran negocio de las corporaciones. Donc on peut se demander à qui profite réellement ce système, parce que quand on entendait ce matin l'exemple qui a été donné du lait, on voit qu'il profite principalement aux grandes entreprises. Los productores de leche en África o en Francia misma o en Europa están tan mal como los productores en América Latina. Donc les producteurs en France ou en Afrique de lait sont dans des conditions aussi mauvaises qu'en Amérique latine. Si pensáramos en qué hacer y casi soñando más que pensar, no sé cuáles son los límites del PAC. Si on pouvait rêver, je ne sais pas quelles sont les limites de la politique agricole commune. Uno es restringir el poder que tienen las corporaciones y que son las que realmente están produciendo pobreza y hambre y destrucción medioambiental. Et il faudrait vraiment restreindre le pouvoir des entreprises qui sont responsables de la faim et de la contamination de la planète. La prohibición de los transgénicos que no son ni más productivos y producen estragos en todo el planeta. Donc on pourrait penser à l'interdiction des OGM qui causent des dégâts et des dommages sur toute la planète. Y lo otro, entender de que hay una cadena productiva que se realiza en el consumo
y que de alguna manera todos estamos siendo cómplices de que esa cadena siga funcionando. Et d'autre part, il faut penser qu'il y a une chaîne de consommation qui fait que d'une certaine façon on est tous complices de la poursuite de ce système. Prácticamente todo lo que consumimos tiene aceite de palma, tiene licetina de soja. Donc presque tout ce que nous consommons contient de l'huile de palme ou de la licétine de soja. Si pensamos en Europa, creo que restringir, digamos, a los grandes, el negocio solamente puede cerrarse cuando deje de ser productivo o tenga restricciones. Donc en Europe, par exemple, on pourrait seulement restreindre améliorer cette situation ou en finir avec cette situation dans la mesure où Así que exigir el respeto poner restricciones en restreignant l'usage de ces produits. Así que probablemente si se puede exigir el respeto a derechos ambientales y a derechos humanos de aquella producción que está siendo importada, se dé un paso importante. Et il faudrait aussi exiger le respect de l'environnement et le respect des droits humains qui sont actuellement menacés par ce type de culture, et ça serait déjà un pas très important. Sur les subventions de la PAC, elles peuvent représenter quand même jusqu'à un tiers, voire plus, de la valeur des produits exportés. On l'a vu ce matin avec l'exemple du lait et des céréales. Sur les cultures de soja, elles représentent 50% de la déforestation dans certains pays d'Amérique latine. 30% de ces cultures sont destinées à l'export des pays européens, et j'ai aussi noté que sur cet export, il y en avait quand même 90% qui alimentaient nos agrocarburants. Et enfin, tout cela est permis grâce à des subventions PAC dont 70% sont fléchées sans conditions concernant le modèle agricole et les impacts sociaux et environnementaux de ce modèle.